Alors moi-même, je ne vais pas témoigner parce qu'il y a beaucoup de gens derrière moi, je vais laisser la place. Mais c'est juste quand je vis la présentation de Sarah, qui a présenté cette photo avec une designer qu'on a eu avec Isabelle. Et il y a eu deux flashs qui me sont venus. D'abord, comment on a monté cet ANR. Bon, moi je suis du genre un peu... Enfin bon, il me faut du temps, enfin bon, je stresse au dernier moment si c'est pas fait. Elle, pas du tout. Je me souviens que c'était la veille de la date limite avec Sarah. La limite, et l'ANR de son côté n'était pas vraiment écrite. Je me suis dit non mais elle n'arrivera jamais, bon c'est foutu, c'est pas grave. Eh bien écoutez, la nuit a passé et le lendemain, l'ANR était écrite. Et en plus on l'a eu, alors c'était vraiment, elle m'a vraiment épatée. Ça, c'était le début de l'ANR. Et puis aussi, l'ANR, c'est fini. On a continué, comme Isabelle était déjà malade. Et la force qu'elle a eue, Isabelle, pour toujours continuer ce travail. Je me souviens que j'allais chez elle, pendant qu'elle était déjà à la maison. Et puis, bon, on travaillait sur l'ANR. Elle voyait toujours ce côté positif et cette force. Donc voilà. C'est un souvenir qui m'est venu quand l'ANR a été évoqué à l'écran. Et sur ça, je laisse la parole à des étudiantes d'abord et puis mélanger. Voilà. Donc chacun se présente quand même une phrase parce que peut-être que tout le monde ne se connaît pas. Merci Maria. Donc je vais être très brève parce que j'ai promis que je serais brève. Et donc avant de lire le témoignage d'Angélique qui ne peut pas être là, donc je suis Sophie Arnaud. Vous avez eu le bonheur de voir ma photo il y a 25 ans grâce à Sandrine. Et moi-même j'ai du mal à me reconnaître. Et effectivement c'est le moment où j'ai croisé la route d'Isabelle et ça a été pour moi assez décisif puisque j'étais venue à Montpellier pour faire de la biologie marine et que j'arrivais pas trop à trouver encore par quelle route j'avais envie d'arriver à la mer et que c'est clairement grâce à Isabelle et au cours d'Isabelle que j'ai décidé de le faire par la voie de la génétique des populations et ça n'aurait pas du tout été pareil si ça n'avait pas été elle. Et pour rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, les cours étaient assez improbables et quand on en sortait, moi j'avais beaucoup de mal à me figurer comment, dans ce désordre total, j'avais pu trouver tout ce qu'elle avait dit aussi clair et finalement avoir l'impression d'avoir si bien compris à la fin du cours et c'était formidable. Donc une autre chose aussi qui me semblait importante à dire, c'est que à l'époque, en Master 1, puisque j'ai eu Isabelle la première année en Master 1 et ensuite je l'ai eu dans ce qui était à l'époque un DEA, Isabelle était quand même une des rares femmes à enseigner au milieu de beaucoup d'hommes. Et finalement, je crois qu'on s'en est pas toujours aperçu exactement à ce moment-là, mais plus tard, en tout cas, je me suis aperçue que c'était probablement quelque chose qui nous avait inconsciemment marqué. C'était d'avoir cette femme qui avait cette position, ce charisme et cette assurance, et que pour nous, en tant que femmes, c'était probablement quelque chose qui avait compté et qui au moins nous avait montré que c'était possible, à une époque où c'était pas si répandu. Donc voilà, je crois que ça faisait partie des choses que je voulais dire au sujet d'Isabelle, pour ma part. Et puis une dernière chose que j'avais envie de dire, c'est que ce que j'ai gardé d'Isabelle aussi, c'est que c'était, pour moi Isabelle, c'était du courage à tous les étages. C'était toujours avoir le courage de dire ce qu'on pense, toujours avoir le courage de poser les questions qu'on a envie de poser, même si on a peur effectivement qu'elle soit bête, et ça j'ai vu que c'était quelque chose qui était pas mal repris. Et surtout, malgré tous les scuds qu'Isabelle pouvait lancer sans avoir nécessairement envie de lancer un scud, mais en ayant envie de poser une question et en ayant envie de clarifier quelque chose qui lui paraissait vraiment obscur, ce qui était important, c'est qu'Isabelle, elle donnait du courage aussi. Et elle savait donner confiance, et ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui ont croisé sa route ont remarqué et qui a marqué beaucoup d'entre nous. Donc maintenant je vais, en fait on a essayé avec Maria de réfléchir à la façon dont on pourrait faire les choses et on s'est dit qu'on allait commencer par les étudiantes, anciennes étudiantes et essayer de passer ensuite aux collègues. Et donc je voudrais lire le témoignage de Angélique Kilichini qui n'a pas pu être là aujourd'hui et donc qui nous a envoyé un message pour nous dire ce qu'elle voulait dire au sujet d'Isabelle. Alors je m'excuse par avance auprès de tous les Corses qui sont dans la salle parce que je ne vais pas arriver à bien commencer ce qu'elle disait. J'aurais dû demander à un Corse de lire son témoignage. Elle nous écrit: pour moi Isabelle, c'est le rayon de soleil corse qui m'a montré comment on pouvait avoir un nom finissant par I et être connu internationalement. D'ailleurs pour moi c'est Olivier Ri. En accentuant le « et » et en ne prononçant pas le « i », comme on le dit du côté de chez nous. Mais nous parlions très peu de la Corse, sauf quelquefois pour en moquer les travers, surtout des institutionnels,
avec qui je travaille maintenant. Mais Isabelle, c'est surtout une rencontre intellectuelle. Malgré la guéguerre entre ISEM et CEF de l'époque, 1995-1996, Isabelle m'avait invitée à faire un speech à l'ISEM au tout début de ma thèse et en a carrément changé l'orientation, me permettant de répondre à des questions plus évolutives. Toujours présente depuis, j'ai pu compter sur elle à chaque tournant de ma vie, professionnelle ou privée. Jusqu'à très récemment, où j'aurais souhaité qu'elle participe à un comité d'experts externes pour l'évaluation de la recherche et de l'innovation en Corse. Elle nous manquera, elle me manquera, et l'entrain ne sera plus le même sans le moteur extraordinaire qu'elle représentait pour un très grand nombre de personnes. Merci, Angélique. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jeanne. Moi je suis Jeanne Tonabel, je suis une ancienne étudiante d'Isabelle en M2 puis en thèse ensuite. Et donc comme l'exercice est un peu plus difficile, je vais juste vous lire un texte. Donc puisque cette session porte sur les femmes et la science, je vais essayer de vous expliquer comment Isabelle m'a aidée à me construire en tant que jeune femme dans le monde scientifique. Donc tout d'abord, je dois vous dire qu'Isabelle avait plutôt mal commencé, puisqu'au tout début de mon stage de Master 2, et alors qu'elle envisageait la possibilité que je reste en thèse avec elle, elle m'avait demandé de lui assurer que je ne pensais pas être enceinte pendant les 3 prochaines années. Donc malgré cette petite anecdote, dont nous n'avons d'ailleurs jamais reparlé, je n'aurais pas pu rêver avoir une meilleure encadrante pour me guider dans le début de ma carrière, et je vois une raison majeure à cela. Isabelle m'a tellement poussée que cela me donnait confiance, me faisait espérer que je pourrais y arriver. Lorsqu'Isabelle prenait quelqu'un sous son aile, elle lui donnait une multitude d'opportunités. C'est comme cela que j'ai pu partir aux Pays-Bas, rencontrer des chercheurs, mais aussi aller faire du terrain en Afrique du Sud, alors que je travaillais sur des modèles en master, ou bien que je me suis retrouvée à un congrès à présenter mes travaux avant même d'avoir commencé ma thèse. Je ne pense pas qu'Isabelle aurait réagi différemment avec un homme, mais je pense que ses encouragements ont probablement été plus cruciaux pour moi qui n'avais pas une confiance débordante. Isabelle m'a aussi appris à relativiser les difficultés que l'on peut avoir en début de carrière et à toujours me rappeler que j'ai la chance immense d'avoir un métier que je conçois bien plus comme une passion que comme une contrainte. Enfin, avoir Isabelle comme encadrante m'a permis d'avoir une multitude d'autres personnes pour me soutenir, l'équipe Metapop et son sexe ratio bien particulier, et notamment Agnès et Ophélie qui, dans le sillage d'Isabelle, sont 2 modèles de femmes scientifiques pour moi, qu'il est rassurant d'avoir à ses côtés. Bonjour à tous, je suis Mathilde Mousset et moi j'ai connu Isabelle principalement au cours du Master MIM. Donc en fait cette intervention était plutôt orientée enseignement, mais finalement les grands fils directeurs vont sans doute se retrouver avec d'autres. Donc déjà leur première rencontre d'Isabelle lors de l'école d'été, elle nous a impressionnés à plusieurs niveaux. Alors en se lançant au bout d'environ 1 heure dans un grand débat sur la spéciation avec d'autres coordinateurs, ou peu après en discutant des conséquences sociétales de l'utilisation des OGM avec avec un étudiant qui avait travaillé chez Monsanto. Elle nous a en fait ensuite démontré le pouvoir de sa conviction en convainquant la moitié environ de la promotion de venir à Montpellier. Car à l'époque, les cours en anglais n'étaient pas encore mis en place, c'était la toute première école d'été. On savait qu'ils allaient exister, mais ils n'y étaient pas encore. Et donc personne ne voulait aller à Montpellier. Et en une soirée, quelques bières, un tour exhaustif des étudiants, elle a réussi à convaincre environ la moitié que Montpellier, c'était vraiment très sympa pour faire de la recherche. Donc une bonne leçon sur le fait de ne pas se laisser décourager par les difficultés. Après, de manière générale, je pense que c'était quelqu'un qui faisait grandir les gens de plein de manières différentes. Tout d'abord en étant extrêmement exigeante, en nous poussant toujours. Donc au niveau des étudiants, c'était en nous forçant à aller voir tous les séminaires, même si on pensait qu'ils ne nous intéresseraient pas, en nous poussant à aller discuter avec les nombreux visiteurs qui passaient par le labo dans divers sabbatiques. C'était aussi en nous posant des questions acérées pendant les oraux pour nous pousser au-delà pour repousser notre réflexion encore plus loin. C'était en nous donnant des feedbacks honnêtes, parfois brutaux, qui pouvaient ou ne pas faire mal, mais qui en général nous faisaient aussi toujours réfléchir. Donc voilà, ça c'était une manière de nous faire avancer.
Comme beaucoup d'autres ont dit, elle faisait grandir les gens en leur confiant des responsabilités. Donc en tant qu'étudiante, ça a été par exemple de confier un certain nombre de responsabilités dans l'organisation de l'école d'été pour moi, lorsque j'étais en M2. Donc ça a été une expérience très formatrice. Et aussi parce qu'à un moment, il a fallu que j'apprenne à dire non, parce que j'étais en train de finir mon stage de M2. Je vois Agnès et Ophélie qui rigolent. Donc c'est ce genre d'opportunité qu'Isabelle pouvait offrir comme cela et qui laisse des traces. Si elle a laissé un souvenir de quelqu'un de très exigeant, je pense que parmi les étudiants du master, elle a également laissé le souvenir de quelqu'un d'extrêmement chaleureux et extrêmement proche des étudiants. Je pense que c'était particulièrement vrai pour le master mime, car comme Eric l'a dit, on sentait vraiment que c'était son bébé. Et notre avis en tant que première promotion était extrêmement important. Elle nous demandait toujours des retours pour essayer d'améliorer. Et c'est extrêmement valorisant de pouvoir discuter comme ça avec les responsables en sachant que les choses vont s'améliorer. Et on pouvait le faire d'autant plus souvent que dans une longue tradition, elle nous invitait régulièrement rue de Louvain pour un apéritif ou un repas pour discuter de tout et de rien. Enfin, elle se décarcassait pour nous, que ça soit pour appeler l'administration pour débloquer un visa, avancer de l'argent pour un étudiant qui avait des problèmes, trouver des logements en crous, faire du soutien moral, aider à trouver un stage. Elle a été vraiment, surtout les premières années où elle le pouvait, elle a été vraiment très proche de nous, à notre écoute. Et son rôle est allé, pour beaucoup d'entre nous, largement au-delà d'une responsable de master, mais plus comme une mentor scientifique. Enfin, je pense qu'Isabelle était inspirante et elle a aussi attiré beaucoup de personnes inspirantes autour d'elle à Montpellier. Et vivre au jour le jour au sein de cette communauté a une forte influence sur beaucoup d'étudiants, et en tout cas je pense sur moi. Et donc voilà, je pense qu'elle nous a fait grandir humainement et scientifiquement de manière assez incroyable. Et merci à elle et au reste de la communauté. Bonjour à tous, moi je suis Caroline Liverding de Louvain-la-Neuve. Je vais lire le texte de quelqu'un d'autre. Je ne dirai pas qui c'est, sauf si vous me payez très cher. J'ai connu Isabelle Olivieri pendant ma thèse, à une époque où certains directeurs de thèse avaient trop de thésards pour s'en occuper, donc on s'encadrait soi-même ou entre thésards. Isabelle a donc été une interlocutrice privilégiée pendant cette période où elle travaillait à l'INRA, toujours disponible pour critiquer notamment la génétique quantitative qui n'était pas assez évolutive à son goût, pour poser des questions qui remettent tout en question, sans filet ni précaution, mais souvent avec humour, juste pour mieux comprendre, en te mettant face à tes responsabilités et en te considérant comme un chercheur à part entière, même si tu n'en étais pas encore un. Sa générosité et ses critiques constructives m'ont donné le courage de finir cette thèse et surtout m'ont permis de regarder l'espèce que j'étudiais à l'époque sous un angle complètement différent, et en particulier de faire une expérience qui n'était pas du tout prévue au départ, aux grandes dames de mon directeur officiel, mais absent de l'époque. C'est sans doute grâce à Isabelle aussi que je ne ratais aucune des réunions du mardi au CEF, véritable bouffée d'oxygène scientifique. J'ai réalisé à ce moment-là et plus tard la chance que j'avais eue de la rencontrer et d'écrire un de mes premiers articles avec elle. Des années plus tard, Isabelle a accepté d'être le rapporteur de mon HDR. Au-delà de la discussion scientifique sur les résultats ou les hypothèses que je défendais, elle m'a conforté dans le fait de continuer à remettre en cause le paradigme dominant. Sans vouloir rentrer dans un débat sur le sexisme, ce paradigme est défendu par des hommes. Alors qu'à l'époque, c'était très malvenu dans l'environnement de travail où j'avais eu le malheur d'atterrir et que ça m'a valu beaucoup de tracas. Elle m'a confortée dans cette liberté de parole, le même pas peur de dire les choses, même si elles risquent d'être mal prises, ni de dire des bêtises et de se faire critiquer, pas peur de tout remettre en question tant que les raisonnements ne tiennent pas la route, ou bien qu'on rencontre encore des doutes, car pas de concession à la rigueur scientifique. Bref, une façon de faire de la science avec un enthousiasme sans faille pour le questionnement et la discussion scientifique, avec la volonté de transmettre cet enthousiasme aux autres, aux jeunes chercheurs, et certainement aux jeunes chercheuses pour lesquelles elle avait une attention particulière. Ophélie a dit, tout le monde est d'accord, que l'équipe d'Isabelle aurait pu s'appeler l'équipe des chats perdus, qu'Isabelle était souvent prête à accueillir les personnes qui ne se sentaient pas bien ailleurs pour leur offrir un cadre plus propice à la recherche, les accueillir d'abord avant de se prendre la tête pour les tracasseries administratives que ça pouvait constituer. Même si je n'aurais pas pu rejoindre l'équipe des chats perdus pour des raisons géographiques, le fait de savoir que c'était dans le domaine du possible m'a permis de tenir bon dans les moments de galère, et je me sens certainement comme un de ces anciens chats perdus, qui n'est plus un de ceux qui a simplement aidé à garder la flamme pour faire de notre métier de chercheur, en gardant sa liberté de parole. Donc moi aussi, je vais vous lire le témoignage de quelqu'un d'autre. Moi, je suis Pauline Garnier-Géry. Plus près ? Voilà, d'accord.
Donc, j'ai connu Isabelle alors que j'étais jeune docteur en sciences. Elle acceptait de m'aider à réviser un manuscrit qui me tenait très à cœur. Une fois accepté, ce manuscrit allait jouer un rôle important dans ma carrière, me permettant notamment de décrocher un poste permanent. J'ai été très marquée par l'épisode de cette collaboration avec Isabelle, car j'ai eu l'impression étrange d'entamer la première véritable conversation scientifique de ma carrière. Isabelle a ainsi généré un changement fondamental en moi, dans ma façon d'envisager la recherche. Isabelle était incroyablement souple pour une scientifique de sa renommée et de son envergure. Elle possédait toute l'assurance de son incroyable savoir, mais gardait toujours en elle la curiosité et le doute qui permettent de se remettre en question, même face à une jeune chercheuse à ses débuts. Cela m'a fait réaliser que je voulais et pouvais faire partie de ce milieu passionnant de la recherche. Observer sa méthode de travail dans son équipe m'a aussi énormément aidée. En effet, en tant que jeune chercheuse ayant évolué dans un environnement où les chercheurs permanents sont quasiment tous des hommes, il me manquait un modèle, un exemple de chercheuse talentueuse auquel adhérer. Deux choses en particulier m'ont marqué dans la méthode de travail d'Isabelle. D'abord, elle avait l'habitude de vérifier les données brutes et elle prenait part en profondeur à toute publication qu'elle signait. Son investissement dans tous les aspects de son travail était total. Ensuite, observer Isabelle dans son métier m'a aussi permis de comprendre qu'à côté de la compétition, il y a une place pour un autre moteur à l'excellence scientifique qui semble souvent moins bien considéré, la coopération. Isabelle travaillait différemment de ce que j'ai connu en tant que doctorante, postdoc et prof dans 3 pays européens. Et surtout pour moi, elle a su mettre en place dans son métier 2 valeurs essentielles, le contrôle des données et la coopération scientifique. Je voulais donc la remercier aujourd'hui pour cela. Bonjour, je suis Paula Diaz, je travaille au CEF. Isabelle, ça fait tout bizarre cette journée. Ces témoignages, ces photos, ces souvenirs, ça fait encore un peu surréaliste. Ça fait un peu comme si tu n'étais pas venue à ta fête d'anniversaire. Participer à une journée comme celle-ci contient cette espèce d'ambivalence douloureuse, de devoir d'une part accepter ton départ et d'être d'autre part contente qu'hommage te soit rendu. Je t'ai connue juste quand j'arrivais à Montpellier, en 89. Eh oui, 89, ça ne rajeunit pas. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu des copains de promo, ils avaient tellement vieilli qu'ils ne m'ont pas reconnue. C'était donc avant que tu ne sois prof d'université, quand tu étais chercheur INRA, à Gonmodio, et même si tu étais déjà enseignante, puisque tu faisais beaucoup de cours en DEA. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue, dans les cours de génétique du DEA Évolution et Écologie, ce fameux DEA Thaler qui a élevé beaucoup d'entre nous. J'étais agréablement impressionnée dès le début par ton côté naturel et ouvert, d'ailleurs assez partagé par toute la troupe génétique. Tu m'as même assez vite confié ta maison, à un moment où je changeais d'appartement. La seule obligation était de nourrir Alfred en ton absence. Alfred était ton chat. Bon, là je me sens obligée, après tout ce qui s'est dit sur le chat perdu, je me suis obligée de préciser que c'était un vrai chat, pas un étudiant perdu. Ce qui était frappant, c'est que tu traitais de la même façon les grands de la science et les petits étudiants, et tu les faisais se côtoyer, notamment chez toi, dans ce bien connu lieu de convivialité. Je pense que ça a beaucoup joué sur la perception de la science et des scientifiques par les jeunes, et ça en a aidé plus d'un à se positionner dans le milieu. Tu disais que tu avais choisi de faire de la recherche parce que tu ne savais pas quoi faire d'autre. On pourrait donc croire qu'il n'y avait que ça qui t'intéressait, mais ce n'était pas vraiment ça. En fait, c'est plutôt comme si tout était science. Tu aimais la musique, la lecture, la nature, les voyages, et de tout ça se nourrissait ta recherche et aussi ton enseignement. Tu souriais volontiers aux gens et à la vie, et à la science aussi. Tu aimais rire, tu aimais voir les autres rire, même si tu ne faisais pas forcément beaucoup de blagues toi-même. Je me souviens d'une scène d'anthologie où tu essayais de traduire à un collègue américain « Comment vas-tu, yo de poil ?» Quand tu as eu ton poste de prof, tu as pris ça très au sérieux, jusque dans les détails pratiques. Comme tu ne parlais pas très fort, tu as pris des cours de diction et de placement vocal pour qu'on t'entende mieux dans les amphis. Je ne sais pas si ça a très bien marché, mais bon, de toute façon, tu préférais des groupes plus petits. Mais bon, c'était original comme démarche. Encore dans les détails pour faire mieux, quand tu as entamé des collaborations avec l'Amérique latine, tu t'es mis à l'espagnol. Et tous les matins dans ton lit, tu passais une demi-heure à causer avec toi-même en espagnol. Tu aimais chanter aussi, même si tu n'osais pas en public.
Depuis quelques années, c'était un peu comme si Eric portait ta voix quand il chantait. Du coup, tu étais notre fan numéro 1, tu étais toujours là pour nos concerts, ça faisait vraiment chaud au cœur. Merci Eric pour ça aussi. Je t'ai vu dans toutes sortes de situations professionnelles, personnelles, dans des congrès dans plusieurs pays, Hongrie, Hollande, Écosse, Espagne, Portugal. Et tu étais pareil partout. Pareil partout, naturel, sociable, avec de plus en plus d'amitiés scientifiques planétaires que tu partageais volontiers avec tes étudiants. Tu avais aussi des amitiés hors sciences très fortes, bien sûr. Tu as aussi développé des interactions professionnelles avec des milieux liés à la conservation, à la politique, pour justement chercher à œuvrer pour des meilleures politiques de recherche. Tu as toujours cherché aussi à promouvoir l'égalité des chances et l'égalité de la reconnaissance. Tu n'avais rien contre les hommes, mais tu soutenais toujours les femmes, sans tomber dans la discrimination. Tu aimais les parcours atypiques, sans pour autant décrier les chemins linéaires. Tu as su t'entourer d'étudiants et d'étudiantes à qui tu faisais confiance, que tu as aidé à grandir et qui t'ont eux aussi fait grandir. Beaucoup sont aujourd'hui sur des chemins qu'ils ont ouverts eux-mêmes et qui continuent à se ramifier. C'est un peu idiot, mais j'ai envie de te dire bon anniversaire, Isa. Bonsoir à tous. Je ne suis pas scientifique, je suis simplement une technicienne retraitée, qui a passé plus de 35 ans à l'ISEN et qui a terminé sa carrière dans le laboratoire d'Isabelle. Ce qui m'avait frappé lors de mon arrivée dans son équipe, c'est le fait qu'elle encourageait, sans restriction et quel que soit le travail en cours, le personnel du labo a assisté à toute présentation, séminaire ou autre rendez-vous, ou quand il y avait par exemple la visite de quelqu'un qui était en sabbatique. C'était pour elle une évidence, donc on apprenait beaucoup et on pouvait mieux s'impliquer. Elle avait aussi l'art et le don de placer les autres en situation d'exploitation au maximum de leurs capacités dans le domaine qui leur était attribué. Isabelle partageait beaucoup. Elle faisait continuellement profiter les autres de toutes ses activités, de ses livres, de ses sorties, des photos, de ses connaissances auprès de son entourage et dépannait très souvent et volontiers les autres. Moi qui ne suis pourtant pas scientifique, mais simplement une personne qui s'intéresse à la science, j'ajouterai que, suite à mon séjour dans le laboratoire d'Isabelle, j'ai adjoint à mes lectures la génétique des populations, la coévolution et toutes sortes de choses que j'ai connues grâce à Isabelle. Donc, je lui dis un grand merci. Il y a peu de personnalités aussi fortes que la sienne, et je n'en ai jamais connue, qui ait autant de force et de courage. Bonjour, merci à toutes celles qui ont organisé cette rencontre. Je ne suis pas un chat perdu d'Isabelle, je ne suis pas non plus une étudiante d'Isabelle, je suis une collègue. Nous nous apprécions mutuellement. J'ai vécu avec elle un périple particulier. Je trouvais que sur le plan historique, c'était important d'en témoigner. Avant tout, Isabelle a longtemps été ma voisine dans le quartier Boutonné. Entre petites fêtes, échanges de bouquins, prêts de vélos, discussions scientifiques au coin de la rue, j'ai appris à reconnaître chez elle son immense ténacité, sa curiosité et sa générosité. Le hasard, ou peut-être la nécessité, a fait que le 15 février 2008, le CNRS nous a honorés toutes les deux, Isabelle de la prestigieuse médaille d'argent et moi d'une médaille de bronze. Annie Hort recevait le même jour le cristal du CNRS. 3 femmes lors d'une même cérémonie, c'était du jamais vu au CNRS, et ce n'était pas une affaire de parité. Afin de se préparer, Isabelle et moi échangions beaucoup, nos listes d'invités, le contenu de nos discours, comment on allait s'habiller, qu'on n'avait rien à se mettre, enfin des trucs de nana. C'est ce qu'on échangeait souvent. Le jour J, ce fut la fête, champagne et petits fours. Tous les potes étaient là et ce fut un moment de bonheur partagé. J'étais admirative évidemment du parcours d'Isabelle et j'ai été convaincue depuis que s'intéresser à plusieurs objets à la fois, sans pour autant papillonner, c'est ce qu'elle a dit, ça le fait. Et j'ai suivi cet exemple. Après ce moment de faste où elle a particulièrement brillé, beaucoup plus que toutes, nous pensions revenir à nos paillasses tranquillement quand nous avons reçu avec surprise, mais en réalité avec stupéfaction, chacune une invitation du président de la République à un déjeuner le 8 mars à l'Élysée pour la journée de la femme, ou plutôt des femmes.
S'ensuivit chez toutes les deux une sorte de glups, de panique. Nous allions être reçus par le président Sarkozy, précisément au moment du démantèlement par Valérie Pécresse du CNRS en divers instituts nationaux, une réorganisation fort contestée. Après maints coups de fil, beaucoup de doutes et des discussions avec nos conjoints, merci Thierry et Eric, donc, qui nous ont persuadés qu'on ne refusait pas une telle invitation, nous décidions de montrer notre désapprobation en contactant l'AFP et Libération. Le 8 mars, l'AFP publie ceci. 2 femmes chercheuses reçues à l'Élysée à l'occasion de la Journée des femmes s'inquiètent d'une réforme de la recherche sans concertation nationale et demandent au président de la République de ne pas réformer sans une telle consultation. Ceci dans une lettre rendue publique le samedi. Libération publiait le 28 mars notre motion sous le titre « Cherchons ensemble ». Forte de ces démarches, nous nous présentions à l'Élysée avec dans nos sacs à main, nos petits sacs à main de femmes, la même motion sous forme de tract, persuadés que nous aurions droit à une rangée de journalistes. Il n'en fut rien et des places nous furent assignées. Assises à différentes tables, nous n'avions de cesse de parler du danger qui, à nos yeux, menaçait la liberté de la recherche. Je pense que ce jour-là, Isabelle a tenu une sorte de meeting politique à sa table. D'ailleurs, quand le président est passé, à chacune des tables, il a fait remarquer que cette table était peut-être un peu agitée ou qu'on y parlait beaucoup. Je la retrouvai à la fin et nous décidions d'aller voir directement Valérie Pécresse. Nous lui avons remis notre motion et nous nous sommes empressés de lui exposer les raisons de notre inquiétude. Mais les ministres n'ont jamais beaucoup de temps dans ce genre de situation. Donc, après ce deuxième moment de faste, désormais teinté de frustration, nous pensions nous en tenir là. Mais, ô surprise, le 21 mars, nous recevions une nouvelle invitation, cette fois-ci pour nous rendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au cabinet de Valérie Pécresse. Nous étions une dizaine de femmes des universités françaises et de divers laboratoires français qui avions été reçues par ce cabinet. Isabelle et moi avions une fois de plus préparé cette rencontre en épluchant tous les dossiers de la réforme en cours. La discussion fut rude avec Madame la ministre. Ce fut un dialogue de sourds entre des arguments chiffrés, économiques, stratégiques d'un côté, et des arguments de chercheurs prônant des travaux sur le long terme et l'interdisciplinarité. Nous fûmes gentiment remerciés à la fin, et je me souviens encore d'Isabelle, à la sortie, essayant encore de dire à la ministre, de la convaincre de rouvrir cette consultation nationale. Nous avions fait preuve d'un courage de pur novice. Nous n'étions pas assez préparés pour ce combat-là. Nous nous sommes consolés en nous disant que décidément notre place était dans la recherche. Car au fond, quel plus beau et plus grand combat que celui des idées, celui qu'a toujours porté Isabelle. Donc solidarité et conviction partagée dans la bonne humeur, solidarité féminine, j'avais oublié, sont les 2 cadeaux qui m'ont été offerts par Isabelle lors de ce périple. Merci.